point de vue du développement des Comores, qu'est-ce qui l'empêche en fait? Et est-ce que si le grand mariage n'existait pas, est-ce que ça irait mieux? Le grand mariage a quand même le grand avantage de garantir une cohésion sociale assez inégalée dans les îles. C'est un poids pour l'individu. Mais il n'empêche que les autres îles regardent ça avec envie et admiration d'une certaine manière. Quand il y a des problèmes insolubles dans les communautés, en Juin ou ailleurs, les gens disent oh, ben, si c'était un Ngazidja, alors là, ça serait réglé, quoi. Voilà. Alors, ça serait réglé parce qu'il y a des dominations fortes, des vieux sur les jeunes, des plus riches sur les plus pauvres, etc. Mais voilà, il y a une structuration, il y a une cohésion sociale qui est beaucoup plus forte et on peut mobiliser les gens. La seule chose, et on y reviendra peut-être, c'est que cette mobilisation, elle a un horizon, c'est l'échelle du Mji. Dès qu'on dépasse cette échelle-là, il est moins évident que la cohésion fonctionne parfaitement. On le sait parce qu'on peut mobiliser un Nsi, c'est-à-dire un ancien royaume, hein, le Mbankou, le Mitsamiuli, le Bambao. Mobiliser une île entière, c'est déjà plus compliqué. Et comme on le voit, bon, bien sûr que les Comoriens, ça existe, la culture comorienne, ça existe, l'entité des Comores, ça existe, mais on voit que la cohésion idéale, là, elle est au niveau du Mji. Là, on fait ça et tout le monde bouge, quoi. En tout cas, un Ngazidja. Et le problème, c'est comment dépasser cette échelle du Mji pour utiliser, pour mettre à profit cette formidable capacité de mobilisation des gens pour quelque chose de plus large en termes de projet, de développement, d'avancée sociale, etc. La réponse à la question du développement, objectivement, moi je ne suis pas du tout économiste, hein. Donc j'ai des petites pistes, mais voilà. Il y a eu des travaux très importants, surtout ces dernières années, sur l'histoire globale des mondialisations. Des mondialisations donc du capitalisme, c'est-à-dire de la production en fait de richesses. Bon, comme on l'a dit, alors il y a eu avant le XVe siècle les grandes découvertes qui ont complètement globalisé ce système capitaliste. Il y avait des grands centres, il y avait des systèmes mondes pas encore mondialisés, par exemple la Chine, le bassin méditerranéen, le Moyen-Orient. Il y a eu des grands centres capitalistes, enfin de développement, et puis des périphéries. Alors il y a eu des travaux récents, donc il y a notamment de nos collègues qui travaillent sur Madagascar et l'océan Indien, Philippe Beaujard et Laurent Berger notamment, sur ces aspects-là. Philippe Beaujard a écrit 2 tomes magnifiques sur l'histoire de l'océan Indien, en fait, pendant le deuxième millénaire, qui montrent que les Comores sont en périphérie de tous ces systèmes mondes, partiaux ou complets. Périphérie même voilà, périphérie, vous le voyez bien, périphérie de quelque chose, des réseaux qui sont descendus le long de la côte africaine, qui sont passés par les Comores, pour ensuite se terminer sur Madagascar. On voit bien qu'il y avait des grands mouvements là, de circulation de richesses et de personnes, et avec les empires coloniaux, et ensuite, maintenant, c'est tout simplement les forces économiques, et les Comores se situent toujours en périphérie. Mais est-ce qu'on imagine que les Comores pourraient être le centre d'un empire? En fait, objectivement, ce sont des micro-États insulaires, c'est un micro-État insulaire, et par conséquent, des tout petits territoires morcelés, ce qui est très compliqué à gérer, et des toutes petites populations. Bon, aujourd'hui, on atteint peut-être le million, en fait, en population des 4 îles. Mais en réalité, moi, quand vous me demandez la différence entre le Mayotte d'aujourd'hui et quand je l'ai connu, je suis arrivée à Mayotte en 79, je crois qu'on n'était pas 50 000 personnes sur cette île. Et là, je pense qu'on est pas loin de 300 000. Bon. Et pareil sur les autres îles, même si Anjouan était plus peuplé, Moélie très peu peuplé. Et Ngazidja ne l'était pas beaucoup non plus, quoi. Enfin, voilà. Et on était sur des très petites populations. Par ailleurs, autant il y a des pays qui ont été très convoités parce qu'ils avaient de l'or, ils avaient les défenses d'éléphants à une époque, ça a été l'ivoire un grand item, enfin surtout l'or, l'argent, par exemple les mines d'argent d'Amérique du Sud qui ont produit tout cet argent monnaie de l'Espagne qui a inondé le monde au XVIIe siècle. Bon, les Comores n'ont pas tout ça. Qu'est-ce qu'elles ont les Comores qui a finalement été exploitée? C'est l'exploitation des plantes à parfum. Aujourd'hui, quand vous regardez la balance économique du commerce, hein,
la seule exportation comorienne, c'est les plantes à parfum. Mais même là-dedans, c'est comme d'habitude un rapport centre-périphérique inégal, c'est-à-dire que les centres capitalistes importent des matières premières, donc qui ne sont pas chères parce que c'est des matières premières, en tout cas qui sont moins chères, et c'est eux qui vont les transformer. Alors sur les plantes à parfum, il y a quand même des petites transformations qui se font sur place aux Comores, mais là aussi il n'y a pas d'investissement. Par exemple à Anjouan, où j'ai fait mes dernières enquêtes, on est quand même frappé du fait que les alambics se sont développés, mais tout le monde a des alambics, c'est effrayant le nombre d'alambics pour distiller l'ilang-ilang. Donc il y a une certaine classe, une certaine catégorie sociale, je dirais aisée, car les gens me l'ont dit, on arrive à très bien vivre avec des ilang-ilang. Pour avoir des plantations d'ilang, il faut avoir de la terre. Pour avoir de la terre, il faut soit en avoir hérité, soit réussir à en acheter. Et là, on a discuté de ça avec des gens qui, justement, ont réussi à en racheter aux grands propriétaires d'autrefois, puisque vous savez qu'en Jouan, il y avait des très grands propriétaires, surtout au 19e, avaient pris beaucoup de terres, et puis des paysans presque sans terre, en tout cas qui étaient en situation de dépendance et de métayage. Bon, il y a eu des rapports difficiles entre ces propriétaires et les paysans. Il y a des gens qui ont réussi quand même à se faire, à récupérer des terres. On en vit bien, mais la distillation a totalement déforesté l'île. Parce que, encore une fois, c'est une économie de cueillette. Si vous voulez transformer votre produit, hein, c'est un début d'industrie, si on peut dire, ça serait plutôt positif du point de vue production-développement. Mais pour faire ça, vous allez déforester votre île, c'est-à-dire prendre tout simplement la ressource naturelle et commune, mais là on peut dire que comme tout le monde le fait, pratiquement, tout le monde est prédateur et victime en même temps, quoi. Et ce n'est qu'une entreprise qui est dirigé par un Mzungu et un Indien, Adomoni, qui s'est mis au gaz, alambic à gaz. Alambic à gaz, le gaz, il faut l'acheter, en bouteille ou je ne sais pas quoi. Donc il y a un investissement pour un autre type de production qui va protéger le reste des ressources naturelles, c'est-à-dire l'île avec ses forêts, avec sa capacité aussi à garder de l'eau ou à produire de l'eau, puisqu'on a un problème d'eau flagrant en Jouan. Donc voilà, vous voyez une économie en fait qui n'est pas fondée sur l'entreprise, l'investissement, le crédit, voilà, c'est une économie en fait assez simple de cueillette et qui devient finalement une économie de prédation, quoi. D'un point de vue environnemental, en Jouan, c'est inquiétant, quoi. Enfin, l'état environnemental de l'île, voilà. Et en Jouan. Je dis en Jouan, mais je sais qu'à la Grande Comore, on a des problèmes similaires et bientôt à Moélie, qui est plus ou moins à l'abri et protégé pour l'instant. Alors, cette situation périphérique fait que les Comores sont dépendants des prix. Par exemple, les seules richesses sont ces plantations-là, mais le prix de la vanille, c'est l'équilibre des prix mondiaux, c'est-à-dire une régulation purement capitaliste d'offres et de demandes. Hein. Et Dieu merci, en ce moment, les prix sont très hauts de la vanille, mais ils ont été très bas pendant toutes les années 2000. Je le sais, puisque j'en profitais moi-même en achetant à un prix abordable. Mais que maintenant, c'est très cher. Voilà. Donc, cette situation périphérique fait que c'est très difficile pour les Comores d'être mieux placés dans le système mondial du développement. Alors, ce que je pourrais ajouter aussi, c'est le système capitaliste est basé sur le fait que tout est marchandisé. C'est ça qui fait fonctionner le truc. Donc, le travail doit être marchandisé. C'est-à-dire, au final, le travailleur. Bon. Ce qui n'est pas le cas aux Comores, où on a des relations très personnelles, en fait, avec les gens qu'on fait travailler. Bon, le capital, c'est-à-dire le produit financier, il est très difficile d'avoir du crédit par les banques aux Comores. La plupart des crédits, finalement, viennent des organismes internationaux qui vont pallier aux banques, parce que le système de crédit accordé par les banques, il y a des conditions que les gens ne peuvent pas remplir, notamment en termes de garantie, d'hypothèque, etc. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faut marchandiser pour qu'on ait un système capitaliste productif, c'est la terre. Ah, et là, on a un problème aux Comores, c'est que le problème de la propriété foncière. On a d'abord ces anciens systèmes de propriété qui sont soit les Maniahouli des lignages Angazija, qui existent encore, hein, et les gens répugnent à mettre au nom d'une seule personne du lignage quelque chose qui est une propriété collective, et qui est une propriété collective avec des usages flexibles, c'est-à-dire que comme c'est à tout le lignage,
on adjuge des parcelles à ceux qui en ont besoin selon les moments dans la vie où on a besoin de ce revenu, ou même on estime en tant que groupe de descendance qu'on peut et qu'on doit vendre telle parcelle parce que ça sera pour payer, autrefois c'était pour payer un pèlerinage, ça sera pour payer peut-être une entreprise de migration où on envoie un tel de la famille qui va aller en France et qui va nous sauver en nous envoyant de l'argent, etc. Donc voilà, mettre ça au nom d'une seule personne, rentrer dans un système de propriété privée individuelle, c'est contraire en fait à cette gestion de la terre et du rapport des gens à la terre. C'est pareil ailleurs, on a des propriétés shirika en fait, hein. Ce n'est pas des propriétés maniahouli, mais c'est des propriétés shirika où on répugne à décider que ce sera qu'à une seule personne. Donc là, évidemment, à Mayotte, il y a un changement. Parce que maintenant, les terres sont immatriculées, elles sont immatriculées au nom d'une seule personne. Et c'est un changement qui a été douloureux et qui l'est encore dans certaines familles. À Moélie, où j'étais dernièrement, on m'a dit qu'il y avait à peu près 40% des terres qui étaient immatriculées. Donc il y a 60% des terres cultivables qui ne sont pas immatriculées. Et ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans cette marchandisation de la terre. Ça veut dire qu'un entrepreneur ne peut pas prévoir d'investir, c'est-à-dire de commencer à dépenser de l'argent pour en gagner plus après, sur une terre dont il n'est pas sûr qu'il peut faire ce qu'il veut. Ce qui fait que les gens qui cultivent aux Comores, pour beaucoup d'entre eux, ils cultivent, mais ils ne veulent pas dépenser trop d'argent pour quelque chose qu'on pourrait leur retirer, qui pourrait ne plus être à eux dans la longue durée. Ça empêche aussi un type de développement de type capitaliste. Si tant est que les gens voudraient ce type de développement, ce qui n'est pas du tout évident aussi. Parce qu'en fait, cette marchandisation de la terre et des gens, qui a été dans l'histoire du capitalisme quelque chose de douloureux pour les classes ouvrières et exploitées, et qui a été dans l'histoire du capitalisme européen une longue histoire, avec une constitution de classe ouvrière et après une constitution de lutte entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise qui avait l'argent en fait, qui avait le capital, pour protéger les droits des travailleurs. Donc aujourd'hui en France, en Europe en général, et en Europe et aux États-Unis, on a eu des avancées sociales très importantes, comme la sécurité sociale, comme le code du travail, etc., qui est tout le temps une lutte, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir avec l'actualité, qui est une lutte qu'il faut continuellement avancer. Mais vous avez un prix du travail qui est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire qu'un ouvrier, le SMIC par exemple, un ouvrier gagne sa vie, le SMIC à Mayotte par exemple, qui évidemment est attractif pour des pays voisins où le travail n'est pas payé à son prix. Donc vous voyez que le capitalisme, c'est à la fois une histoire violente, avec des gens qui ont été exploités, mais qui, secondairement, a produit des luttes sociales et des avancées sociales. Et puis, le capitalisme, il a produit autre chose de très important, c'est que, dégageant du surplus, il a permis un travail intellectuel. En tout cas, ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Mais comme c'est conjoncturel, ce n'est pas un modèle reproductible. Il se trouve que ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Il a permis des activités intellectuelles, des recherches. Et ça continue, hein. Le secteur recherche et innovation, c'est crucial dans la vie aujourd'hui de ces pays dominants. Hein. Et il a donc produit des avancées technologiques. Et ces avancées technologiques, elles ont été extrêmement productives pour dégager des surplus. Ça a commencé avec la machine à vapeur, et puis maintenant, c'est quoi? C'est l'ère du numérique. C'est les GAFAM. Vous savez, les GAFAM, Google, Amazon, et les GAFAM, les 5 grandes entreprises numériques, elles viennent de quel pays? Des États-Unis. Les États-Unis sont en déclin dans le système monde, mais enfin, ils ont quand même encore quelques cordes à leur arc. Voilà. Et donc, voilà, ce centre du capitalisme mondialisé, en fait, s'appuie sur des monopoles qu'ils ne veulent pas lâcher. Et c'est intéressant parce que c'est absolument l'actualité aujourd'hui. Les monopoles, ce sont l'accès aux ressources naturelles. Donc là-dedans, les Comores ne sont que productrices de ressources naturelles. Le monopole de la technologie, avec les droits intellectuels, donc ça c'est les GAFAM. Le monopole de l'information. Alors vous voyez les réseaux sociaux et les enjeux sur le fake news et compagnie. Vous avez vu les guéguerres sur les fake news. Et aujourd'hui, les complots, ou en tout cas les thèses complotistes, comme quoi certains pays comme la Russie ou la Chine essayent de manipuler les élections dans les pays démocratiques en pénétrant dans ces systèmes d'information pour diffuser des fausses nouvelles. Donc on voit les enjeux, le monopole de l'information. Le quatrième monopole, c'est le marché financier et monétaire,
avec les étalons comme le dollar. C'est intéressant parce qu'il y a deux pays qui ne sont pas dedans, c'est la Russie et la Chine. La Chine qui a un capitalisme d'État, donc qui progresse tranquillement dans son coin à sa manière, et la Russie qui sont en fait déconnectés de ça. Et le cinquième monopole, c'est l'arme atomique. Et c'est très intéressant parce qu'on ne parle que de ça avec cette histoire d'Iran dont on ne veut pas qu'elle ait l'arme atomique, parce c'est-à-dire les centres capitalistes Europe, États-Unis veulent avoir la main sur ça, et c'est aussi la Corée du Nord qui l'a ou qui l'a pas, on se demande, etc. Donc vous voyez les monopoles et la structuration mondiale des choses. Voilà. Mais là-dedans, les Comores, petits confettis sur la surface du globe, avec petite population et petits territoires, pourraient certainement développer des secteurs, les secteurs tertiaires par exemple, justement les secteurs intellectuels, technologiques, l'informatique par exemple. On pourrait imaginer qu'un pays qui n'a pas de produits naturels, et peut-être qu'il y a du pétrole, mais on sait très bien que le pétrole dans les pays africains avec des États patrimoniaux, néo-patrimoniaux, ça ne va pas profiter à la plus grande masse, mais ça va certainement profiter plus à ceux qui sont aux manettes, donc ce n'est pas forcément bien, mais peut-être qu'il faudrait envisager un développement dans des secteurs justement tertiaires où on n'a besoin que de sa tête en fait finalement. Et là, comme les emplois ne sont pas sur place, les Comoriens qui seraient dans ce secteur-là, ils sont dispersés actuellement. Et du coup, ils sont encore Comoriens bien sûr, puisque d'une part ils renvoient une partie de leur salaire pour certains d'entre eux, ils aident la famille à vivre aux Comores, et d'autre part, pour certains d'entre eux aussi, ils participent à ces échanges non marchands que sont les échanges de Handa. Donc, d'une certaine manière, ils ne sont pas complètement déconnectés. Alors, dans ce livre-là, j'ai expliqué, parce que je l'ai compris grâce à nos enquêtes, à mes collègues qui m'ont accompagné, etc. Il y a tous les gens qui ont été formidable pour m'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une connaissance, mais toujours très locale, d'une ville à l'autre. C'est marrant parce que d'une ville à l'autre, les gens ne savent pas ce qui se passe. C'est très intéressant. Parce que des fois, ils me disent « Ah bon, ils font comme ça dans telle ville ?» C'est très intéressant. Il y a même des gens qui m'ont dit « Ah, mais je vais aller cotiser dans ce truc dans telle ville parce que c'est formidable. » Bon. Ce que j'ai compris, c'est des grands points, en fait, qui structurent complètement le système et qui expliquent pourquoi non seulement on ne peut pas l'arrêter d'un coup de baguette magique, mais pour les gens, il n'y a aucun intérêt à l'arrêter. Parce que ça voudrait dire qu'on arrête d'être ce qu'on est des Comoriens, qu'on a une famille, qu'on a une communauté. Enfin, je veux dire, c'est impossible, quoi. C'est tout d'un coup, c'est disparaître de la surface du globe. Alors, ce que j'ai compris d'abord, c'est qu'il ne faut pas penser, comme on le fait souvent, en individu. Il faut penser en maison. Vous, si vous êtes concerné, c'est par rapport à votre mère, à votre oncle, à vos frères et sœurs et à vos cousins du côté maternel. Votre père, s'il est toujours marié à votre mère, est dans le coup, c'est certain, parce qu'il est le Mbabadaro chez vous. Mais il est dans le coup comme un allié. Mais votre logique et votre coordination avec les autres et avec qui vous allez coopérer, ça va être les gens que j'ai dit, les gens de votre maison d'Aho, au sens Inya, au sens d'Aho matrilinéaire. Bon. Et du coup, j'ai usé d'un artifice pour représenter dans mon livre les schémas de parenté, qui sont en général des schémas qui sont à plat. En général, on met triangle pour les hommes, rond pour les femmes, et puis on met ils sont frères et sœurs, ils sont mariés, et puis on voit la généalogie. Mais on ne pouvait pas comprendre ça si on mettait sur le même plan, globalement, il y a les Wajamba, qui sont les hommes de votre maison, et il y a les Wababa, qui sont des gens qui sont venus épouser dans votre maison. Voilà. Donc les pères et les oncles n'ont pas du tout la même position par rapport à des logiques de maison qui vont faire qu'on va s'allier. Alors bien sûr qu'ils vont coopérer, mais votre père, il a sa maison quelque part. Si tant est qu'il fasse partie de groupes de descendance qui sont organisés en Hinya, mais c'est le cas de la plupart des gens. Donc, j'ai usé de l'artifice de présenter les généalogies sur des plans comme ça, qui donnent des schémas en fait en 3 dimensions, qui font qu'on a des plans avec des gens qui sont sur le même plan, et puis des gens qui traversent les plans par des alliances de mariage. À partir de là, même cette représentation-là, ça m'a aussi aidé à comprendre qu'il faut penser en maison. Mais les gens vous le disent, parce que quand on interviewe des bonnes dames et qu'elles vous disent
moi, dans tel shehuli, dans telle fête de mariage, moi, la maison, je vais manger ça, j'aurai droit à tel bœuf, moi, la maison. Et la femme vous dit, moi, la maison. Bon. Mais l'homme aussi vous dit, moi, la maison, c'est-à-dire que autant la mère que l'oncle vont représenter leur maison à un moment par rapport à des groupes avec lesquels ils échangent, par rapport à des situations de mashouli dans lesquelles ils sont au centre, soit qu'ils fournissent, soit qu'ils reçoivent. Et c'est toujours en pensant, moi la maison, je vais faire ça. Donc c'est jamais moi, Fatima, machin, ou moi la fille aînée. Non, mais c'est moi la maison. Bien sûr, ça va être la fille aînée ou la fille qui va jouer le rôle de la fille aînée, etc. Alors, comprendre moi la maison, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut aussi comprendre les mariages préférentiels. On a beaucoup discuté sur le fait qu'en français, cousine, ça représentait à la fois des filles épousables et pas épousables. Cousine, c'est pas, ça mélange tout en français. De dire c'est ma cousine, ça mélange tout. Si c'est une cousine dont vos deux mères sont sœurs, c'est une sœur pour vous, c'est inépousable. Vous ne pouvez pas épouser cette fille-là, c'est une sœur. Par contre, si c'est des cousines croisées, Mwanawa Bjamba Waho, ou bien Mwanamche Wahaho, alors ça, c'est les cousines croisées, elles ne sont pas de la même maison que vous. Parce qu'elles ne sont pas de la même maison que vous, c'est-à-dire que vos parents sont frères et sœurs. Votre mère avec son frère ou votre père avec sa sœur. Du coup, vous pouvez les épouser. Et comme on essaye dans ces grands mariages de ne pas disperser les échanges et la richesse avec des familles éloignées, donc on prend des familles du village, et en général avec les renchaînements d'alliances, ça peut être des familles proches, donc des familles où il y a déjà eu des mariages finalement, ou bien des familles où on a déjà été épousé, puisque si vous épousez chez votre père, c'est une manière de croiser et de reproduire des alliances qui ont déjà eu lieu. Voilà. Donc, en pensant en maison, on comprend mieux les choix de mariage. Penser en maison, ça permet aussi de mieux comprendre le parcours des hommes, parce que on a beaucoup discuté dans les débats académiques sur les sociétés matrilinéaires. C'est pas du tout des sociétés où les femmes font ce qu'elles veulent, c'est pas du tout des sociétés matriarcales où les femmes dirigent tout, pas du tout. C'est pas du tout l'inverse d'une société patriarcale, pas du tout. Les sociétés matrilinéaires, c'est des sociétés où les hommes circulent entre les maisons. Et dans ces maisons, ils ont des responsabilités diverses, qu'ils remplissent ou qu'ils ne remplissent pas, parce qu'on sait très bien qu'il y a des maris qui ne font pas du tout l'affaire dans les maisons. Ils sont là parce qu'au moins il y a un homme dans le lit de la dame, et que du coup elle a des relations sexuelles licites. Mais en réalité, il y a des maris qui ne font rien dans les maisons. Mais il y a des maris qui sont notamment les bons maris des filles aînées, les Shimejimuhu, le premier beau-frère, qui peut remplir le rôle très important de Mbabadaho, c'est-à-dire qu'il va remplir le rôle de père dans la maison où il a épousé. Et celui qui remplit ce rôle à fond, et qui est en même temps oncle chez lui, et qui est Mbabadaho chez sa femme, alors c'est lui qui en fait va arriver au niveau de Mdromzima, là, va arriver à avoir un rôle politique très important, et c'est lui qui va organiser les mariages entre les gens, et c'est là qu'on va voir comment les gens âgés exploitent d'une certaine manière les gens jeunes. C'est-à-dire, ils ont été jeunes, ils ont fourni du travail, ils ont fourni une certaine richesse agricole, un certain bénéfice qui s'est partagé dans les échanges de grands mariages. Quand ils sont vieux, c'est à eux de gérer ça aussi et de faire en sorte... Le système du grand mariage, on montre bien que c'est lié aussi à la production agricole ou commerciale de richesse. On voit bien ça aussi. En tout cas, on voit à travers le fait de penser en maison que le jeune homme, il vit chez sa mère. Quand il est ado, on l'envoie dans un vala, parce qu'on ne mélange pas les filles et les garçons. Les maisons étaient petites à l'époque, pas de promiscuité inutile. Ce vala, quand on va organiser pour lui un mariage, ou qu'il va, en tout cas, se lancer dans un mariage, il va d'abord épouser, en Grande Comore, on essaye le mariage, on essaye le mari, pour voir si c'est un bon mari. On ne va pas le lancer directement dans un grand mariage. Nadaho. Nadaho, c'est un mariage en petite maison, qui permet de voir comment un homme se comporte, s'il est capable de faire un babadaho correct. Et puis ensuite, il y a tout le processus de grand mariage. Et autrefois, la maison de grand mariage, celle où la jeune fille allait être mariée en grand mariage, s'appelait Zoroso. Ce mot Zoroso, parce qu'il y a aussi souvent les mots vous donnent des traces et des indices dans l'histoire, ce mot Zoroso, il est épatant. Il m'a ouvert des portes de compréhension, parce qu'on le trouve dans des contes.
On le trouve, c'est un mot d'origine swahili, on le trouve aussi dans d'autres populations de la côte. Ouais. Le Dzoroso, c'est une maison envers laquelle vous allez avoir beaucoup de responsabilités et de services à donner, parce que vous allez entrer comme mari là-dedans. Bon bref, vous entrez dans cette maison d'Aolanda, et à partir de là, dans les échanges, et notamment dans ces échanges de viande de bœuf qu'on va abattre et partager dans les grands mariages, suivre le circuit de la viande va vous permettre de comprendre quels sont les rapports entre ces maisons. Un homme marié en grand mariage a droit à une part de bœuf dans les grands partages entre Wando et Zima. Cette part de bœuf, s'il l'a eue, c'est parce qu'il est marié en grand mariage. Donc, elle va directement chez sa femme de Handa. Mais cette femme de Handa sait pertinemment que son mari a une maison, il a une sœur. Par ailleurs, elle sait aussi qu'il a une Nadaho, il est déjà marié. Donc, elle va recouper cette viande et elle va en faire passer une partie à la sœur, qui va elle-même en faire passer une petite partie à la première épouse de Nadaho, enfin l'épouse précédente. C'est-à-dire que, d'accord, il y a des bœufs, il y a un coût, il y a une valeur marchande peut-être, mais là, la valeur marchande ne compte plus pour rien là. Ce qui compte, c'est des maisons qui disent aux autres, moi je suis un peu supérieur à toi, mais je te reconnais, ton existence, ta présence, etc. Donc, vous voyez, c'est un langage en fait. Ces échanges non marchands sont des langages pour dire aux gens qui disent, évidemment c'est toujours hiérarchique, mais d'une certaine manière, on a toujours une place quelque part. Et même la manière dont aujourd'hui les villages les plus modestes, dont les ancêtres étaient serviles et qui sont maintenant des citoyens à part entière comme tout le monde, sont récupérés dans cette façon de faire, d'une certaine manière, même si tout le monde a toujours une place indexée, hiérarchisée, mais personne n'est vraiment exclu. Il y a une capacité d'intégration qui, justement, permet d'avancer dans l'histoire et permet d'effacer les anciennes exclusions, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas à Anjouan, où il y a eu une autre idéologie et il y a eu des comportements beaucoup plus excluants entre ville et campagne, et pas du tout intégrateurs. Kawa ndani kamwamba kweli